Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous allons terminer l'année avec un podcast inspirant que j'ai réalisé avec Jörg Pfeiffer, auteur, compositeur et interprète il y a maintenant 3 ans, et que j'ai le plaisir de rediffuser aujourd'hui. Il va nous parler de son histoire marquée par une intelligence différente qui apportera avec elle son lot de richesse et de souffrance, souvent cause ou conséquence d'un besoin farouche d'unité et de lien. Il nous emmène dans un voyage sensible et émouvant au cœur des liens qui nous unissent. Bonjour Jörg et merci d'être avec nous. Bonjour. Pour commencer, si vous aviez un mot pour vous définir, ce serait lequel ? Ça c'est absolument impossible pour moi. Je m'en doutais un peu. C'est pour ça que je me suis dit, je vais vous poser la question. Un mot, c'est une question piège. Alors, je vais essayer de me prêter au jeu quand même. Un mot, je vais dire présence. Alors, je peux pas dire que ce soit forcément ce qui me qualifie moi. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire le plus. Et j'entends par présence le fait d'être pleinement là. Voilà. Eckhart Tolle et tout un cursus aujourd'hui de gens parlent de l'instant présent, etc. Moi, je préfère le mot présence parce que je crois qu'on peut être présent à plein de choses et pas forcément à l'instant présent, parce qu'il y a une espèce d'injonction à être dans l'instant présent. Moi, ça m'arrive très très souvent d'être ailleurs, en fait, d'être dans ma tête et d'être extrêmement présent à ce qui se passe dans ma tête. Donc, de l'extérieur, on peut dire que je suis pas du tout présent. Non, je vais dans un autre univers dans lequel je suis extrêmement présent. Et je pense que c'est très important. Et puis, j'ai lu dernièrement une étude qui disait que les gens qui arrivaient à revivre des moments du passé et que ce soit très joyeux pour eux, donc des gens qui sont extrêmement présents à des moments passés, étaient les gens les plus heureux. Et je trouve ça très intéressant, cette étude-là, parce qu'elle donne une petite claque à l'injonction de l'instant présent, parce qu'on peut tout à fait se remémorer des instants passés et déclencher en soi quelque chose qui, vous rend joyeux et vous rend heureux. Et ça, c'est pas du tout un problème. Ce qui est un problème, c'est que le passé, on le rumine. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on est dans le passé, c'est pour ruminer des choses qui nous font mal. C'est ça qui est un problème. Et à quoi l'intitulé de votre livre « Je suis parce que nous sommes » fait-il référence ? Alors, je travaillais pour une ville, la ville de Sarcelles, et ils m'ont demandé, parce que pour un tournoi de foot, ils réunissaient 750 enfants, et ils voulaient qu'à la remise des coupes, les enfants chantent une chanson qui porte haut les couleurs de solidarité et de partage. Donc j'ai évidemment accepté d'écrire cette chanson, et ça m'intéressait beaucoup. Et lorsque je cherchais de l'inspiration, j'ai une amie, alors hasard ou synchronicité, dirait Jung, j'ai une amie qui m'envoie un conte qui se passe en Afrique du Sud et que j'ai trouvé extraordinaire. Et ce conte, c'est l'histoire d'un anthropologue qui aperçoit un groupe d'enfants. Il leur dit « Hey, les enfants, on va faire un jeu. Vous allez courir jusqu'à l'arbre là-bas. Le premier qui touche l'arbre gagne toute la corbeille de fruits. Et vous avez tous les enfants qui se sont mis à marcher main dans la main, pour aller toucher l'arbre tous en même temps. » Et l'anthropologue surpris demande aux enfants « Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça ?» Il y a un des gosses qui prend la parole et qui dit « Ubuntu ». Il dit « C'est quoi Ubuntu ?» Il dit « Chez nous, l'Ubuntu, c'est notre philosophie. Ça pourrait se traduire dans votre langue par « je suis ». Parce que nous sommes. Ça me sert à quoi, moi, de manger tous les fruits, si mes frères sont affamés ?
Et j'ai trouvé ça merveilleux. Ouais. Et j'ai écrit une chanson, puis ça a été à la suite de ça, lorsque j'ai écrit mon livre, j'ai voulu écrire là-dessus parce que je crois que c'est... d'ailleurs, vous me demandiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous définir en un seul mot? J'aurais pu dire Ubuntu aussi, c'est-à-dire j'aurais pu dire je suis parce que nous sommes. Et effectivement, ce conte m'a énormément touché parce que je crois que toute ma vie, j'ai été au service un tout petit peu de cet Ubuntu avec la volonté de créer du lien, de faire que les gens se sentent en lien, de créer de la solidarité, du partage autour de moi. Ça a quelque chose qui a toujours été très important. Et pour quelles raisons vous sentez-vous ou vous vous êtes senti surdosé, comme vous l'indiquez dans le sous-titre de votre livre, Itinéraire d'un enfant surdosé? Je pense qu'il n'y a pas de raison précise, en fait. C'est quelque chose que je sens depuis que je suis tout gamin. En fait, je sens les émotions avec une intensité très 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 forte. Donc je peux, depuis que je suis enfant, souffrir d'une façon très violente pour des choses qui peuvent paraître complètement anodines pour les autres. Et je peux être aussi en joie de façon très très intense. Peut-être aussi pour des choses qui peuvent paraître anodines pour les autres. En fait, à la base, le livre a été sorti dans une première édition et le sous-titre était Itinéraire d'un enfant surdoué. J'avais un tout petit peu plié aux volontés de ma manager qui pensait que c'était une bonne idée de parler de cette douance, comme on dit, ou de ce haut potentiel qui me caractérise entre guillemets, parce que j'ai horreur de ce mot-là. Et comme je déteste le mot surdoué, parce que je me sens vraiment pas doué, même souvent, je me sens complètement sous-doué. Et je me sens surtout pas sûr, et encore moins sur les autres. Donc le mot surdoué m'a agacé profondément. Et lorsque on a fait une deuxième édition avec mon éditeur, et que j'ai changé d'ailleurs une grosse partie du livre pour la deuxième édition, eh bien, j'ai voulu changer ce sous-titre qui ne me correspond pas, surdoué. Et je me suis amusé avec les mots comme j'aime le faire souvent. Et de surdoué, j'ai mis surdosé, parce que surdosé, ça me correspond. Une surdose de tout et une surdose dans tout ce que je fais. Aviez-vous toujours eu l'impression d'être en décalage par rapport aux autres? Oui, absolument. Et pourquoi? Qu'est-ce qui faisait, quels étaient les événements ou les situations ou, qui vous faisaient vous sentir justement en décalage? Les centres d'intérêt que vous pouvez avoir, qui sont pas les mêmes que les centres d'intérêt des petits garçons ou des petites filles que vous fréquentez. Donc la plupart du temps, une fréquentation de gens plus âgés. Parce que ça me donnait plus l'impression de me nourrir, donc une volonté aussi de une quête de sens qui est très très forte, y compris lorsque vous êtes enfant, ce qui n'est pas forcément l'apanage ni le besoin de tous les enfants, en tout cas que je fréquentais. Mais le décalage, vous savez, c'est toujours une impression, c'est-à-dire que lorsque vous vous sentez extraterrestre, et ça peut nous arriver tous d'une certaine manière, c'est-à-dire pas tout à fait inclus dans le cercle, pas tout à fait admis, etc. Lorsqu'on se sent extraterrestre, on imagine ce que les autres peuvent sentir, ressentir et penser. Et bien souvent, on augmente le décalage par nos propres projections à nous. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup moins en décalage avec les autres que ce que l'on croit. C'est en tout cas ce que j'ai découvert par la suite. C'est-à-dire que, vous savez, lorsque deux boxeurs montent sur le ring, ils ont tous les deux l'impression que l'autre est plus grand qu'eux.
C'est un syndrome qui a été étudié chez beaucoup de sportifs, de boxeurs, etc., etc. Parce qu'on voit toujours l'autre différemment de ce qu'il est. Et dans l'adversité, on le pense toujours plus fort parce qu'on se dénigre, parce que nous, on voit nos propres faiblesses et que sur les autres, on voit que ce qui nous impressionne. C'est un peu pareil à tous les niveaux. Souvent, on se sent exclu ou pas à sa place dans un groupe parce qu'au fait, tout le monde, d'une certaine manière, joue un jeu pour appartenir à ce groupe. Et le jeu que l'on joue, on l'identifie à ce que sont réellement les autres. Ça crée des décalages beaucoup plus importants que lorsque on les côtoie de près, que y a un échange, il y a du partage, et là on se sent beaucoup plus en lien. Et avez-vous toujours affirmé votre différence ou avez-vous tenté de rentrer dans un moule? Alors moi c'est ma chance, c'est-à-dire que j'ai eu une mère qui d'abord a eu 10 enfants et moi je suis le 9e d'une famille de 10, qui était une femme qui n'avait pas peur. Et donc qui osait m'accepter tel que je suis, qui osait me dire oui, et me dire oui à tout et n'importe quoi. Je me souviens, j'en parle dans mon livre « Je suis parce que nous sommes ». Lorsque j'étais tout gamin, j'étais fasciné par les courses de bateaux à travers l'Atlantique, les courses transatlantiques, etc. Et donc, je lui avais dit que je voulais traverser l'Atlantique. Elle m'a dit « Oui, mon chéri ». Donc, il faut que je construise mon bateau dans le jardin. Oui, mon chéri. Eh bien, il faut que je reste 3 semaines dans mon bateau. Oui, mon chéri. Et donc, en fait, j'ai passé 3 semaines dans un petit truc que j'avais construit avec des tonneaux et des planches. Donc, évidemment, je suis pas allé sur l'eau. Je suis resté 3 semaines, en fait, sur de l'herbe, mais à l'intérieur de mon bateau. Et ma mère m'amenait à manger et elle m'autorisait pendant ces vacances-là à coucher dans le jardin, dans mon bateau. Et en fait, j'ai réellement traversé mon Atlantique. Bien sûr que j'étais sur de l'herbe. Et bien sûr que je savais que j'étais sur de l'herbe. Jouer, ça ne veut pas dire être fou. Et le gamin que j'étais jouait tout le temps. C'est-à-dire, il s'autorisait à transformer la réalité à partir des règles qu'il s'imposait lui-même. Je parle de moi à la 3e personne, je deviens fou. Non, mais je parle du gamin que j'étais, en fait. Donc, complètement cinglé. Donc, je vais parler de moi. Je jouais, c'est-à-dire que je créais des règles du jeu qui devenaient ma réalité. Alors oui, bien sûr, je savais que j'étais sur de l'herbe, je n'étais pas fou, mais j'ai réellement traversé mon Atlantique. Et ça, avoir une mère qui vous autorise à être cinglé comme ça, c'est-à-dire qui rend normal toutes ces excentricités, eh bien, ça donne une leçon de vie qui est énorme. C'est-à-dire, ça m'a donné l'envie de créer, d'imaginer des choses pour faire exister mon coin de paradis. J'ai une chanson qui explique ça, qui s'appelle Divine Comédie. Et les chansons, elles accompagnent mes expériences de vie, mes parcours de vie, et ça a été très important dans mon existence. C'est une très belle histoire parce que c'est vrai que vous en parlez dans votre livre et je l'ai trouvée extrêmement touchante. Effectivement, tous les parents n'autorisent pas ce que vous dites, cette excentricité, si on peut dire que c'est une excentricité, mais effectivement, il y a des parents qui pourraient dire non mais attends, tu vas pas passer 3 semaines dans le jardin. Moi, le pire, c'est que je crois pas que ce soit une excentricité. Je pense que la vraie excentricité, c'est de faire un travail qui nous emmerde, de s'obliger à faire des choses qui nous emmerdent, de rentrer dans un moule pour paraître tel qu'on n'est pas, etc., etc. Ça, je trouve ça complètement excentrique. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire, je trouve qu'on n'est pas du tout centré, justement. Pour moi, le fait de faire ce qui nous correspond, de faire ce qui nous habite, de faire des choses qui augmentent en nous notre envie de vivre, moi je trouve pas ça excentrique. Vous savez, Georges Bernard Shaw, ce littérateur anglais du siècle dernier, disait ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de jouer, c'est parce qu'on arrête de jouer
qu'on vieillit. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est exactement ça. Et pouvez-vous dire que vous avez eu une enfance plutôt heureuse? Très heureuse. Oui, ça je peux le dire sans aucun problème. Très, très heureuse. Et j'étais 9e d'une famille de 10, et en plus mon père avait construit une maison en face de notre maison avec 2 amis à lui. Donc en fait, dans la maison en face de chez nous, c'était 2 familles de gens amis de mes parents, et dont les enfants étaient comme mes frères et sœurs. Donc j'ai vécu dans une espèce de grande famille énorme avec beaucoup d'amour. Et qu'est-ce qui vous animait profondément lorsque vous étiez adolescent et jeune adulte? Alors, ça s'est compliqué un peu lorsque j'étais adolescent, c'est-à-dire que ma quête de sens, mon besoin de lien, tout ça, à l'extérieur, je le trouvais beaucoup moins qu'à l'intérieur de cette famille, de ce petit paradis entre guillemets dans lequel je vivais. Et à l'adolescence, les choses se sont compliquées et les souffrances se sont multipliées. Voilà. Et je sais que j'ai comme beaucoup de surdosés entre guillemets, j'ai eu besoin de trouver quelqu'un qui m'en donne du sens. C'est souvent le cas, on cherche des mentors, on cherche des gens qui sont à même de vous apporter des réponses à des questions que vous posez et qui peuvent être des tortures. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot question. Quand on disait au Moyen-Âge, on va le passer à la question, ça veut dire qu'on va le torturer. Donc, j'ai trouvé dans mon prof de philo de terminale quelqu'un qui a apporté des réponses à mes questions et à mes envies de changer le monde, en fait. C'est très très prétentieux de dire les choses comme ça, mais c'est en tout cas l'envie, c'est-à-dire lorsque vous ne vous identifiez pas au monde qui vous entoure, lorsque vous ne retrouvez pas, lorsque vous ne vous reconnaissez pas dans le monde qui vous entoure, effectivement, vous avez deux attitudes possibles. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire vous fondre dans le moule pour être accepté, ou au contraire chercher à refondre le moule, donc à changer le monde, voilà, à vouloir transformer les choses, pour le dire de façon un petit peu moins prétentieuse. Bon, ceci dit, je confie aux auditeurs, j'ai pas réussi à le transformer. Mais justement, est-ce que vous avez suivi ces aspirations de vouloir changer le monde, d'apporter votre pierre à l'édifice à cette période-là? Oui, j'ai voulu faire, d'ailleurs, je me reconnais dans cette phrase de Nelson Mandela qui disait que l'éducation était l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ce que j'ai voulu faire, c'est de créer une école, parce que je pensais effectivement qu'à travers l'école, il y avait une possibilité de bouleverser les choses, de changer très profondément une poignée de gens, et en tout cas d'apporter comme vous le disiez tout à l'heure, ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Peut-on dire que votre vie a commencé à basculer autour de vos 30 ans? Oui, c'est rien de le dire. Donc il y a une sorte d'avant et d'après, enfin j'ai l'impression en tout cas il y a la vie d'avant et la vie d'après. Si on peut dire la vie d'avant, la vie d'après, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais en tout cas un basculement, quelque chose qui se passe. Ce qui est fou, c'est qu'à 17 ans, j'ai rêvé que je mourrais à 30 ans. Et loin de développer en moi une philosophie hédoniste de vouloir multiplier les plaisirs jusqu'à 30 ans avant de mourir, j'ai voulu multiplier le sens. Et donc multiplier les choses qui donnaient du sens à cette existence, et à cette existence qui avait une date limite de consommation. C'est-à-dire qu'à 30 ans, pour moi, les choses s'arrêtaient. Et en tout cas, cette date limite, loin d'être douloureuse et dramatique, c'était en tout cas, si je souffre, ma souffrance elle a une limite à 30 ans, et je peux aussi arrêter de souffrir en étant le plus en adéquation
avec ma pensée. Je l'ai cru longtemps et je le crois toujours, que lorsqu'on est aligné, lorsqu'il y a une adéquation entre les pensées et les actes, entre les dires et les actes et les pensées, lorsqu'il y a une cohérence dans tout cela, je crois qu'on peut être en paix. Et j'ai cherché à être en paix en multipliant justement les actions qui pouvaient nourrir ou encourager ou approfondir les envies, les pensées, les désirs que je pouvais avoir. Donc, jusqu'à 30 ans, j'ai travaillé, mais comme un damné, à l'école, parce que nous avions créé une école avec une bande de copains de terminale et notre prof de philo de terminale, avec une vraie croyance qu'on pouvait changer les choses, une vraie croyance aussi dans le fait d'apporter des solutions à travers une école à des gens qui, comme nous, détestaient l'école, parce que moi, je ne supportais pas l'école. Si j'ai voulu en créer une, c'est précisément pour être l'école des enfants qui étaient un peu comme moi, voilà. Et donc, jusqu'à 30 ans, c'était pas une école que nous faisions, c'était le cadre de notre idéal. Et donc, ça n'était pas 3 heures, 4 heures d'enseignement par jour. J'habitais à l'école, j'y étais 24/24, etc., etc. D'ailleurs, j'y étais 24/24. Les copains du groupe avec qui on a créé l'école aussi. Et petit à petit, des élèves restaient parce qu'on faisait du théâtre, on faisait plein de choses, etc. Et d'ailleurs, ça c'est probablement ce qui a créé notre chute ou notre perte. D'abord parce que on a pris des élèves, on est passé de 0 à 450 élèves en l'espace de 2 ans et demi. Et ces élèves, on les a pris à d'autres. Et ces élèves, pour d'autres, et notamment des écoles privées, ça s'appelait des clients. Et des clients que vous prenez à d'autres écoles, vous devenez une concurrence énorme. Et voilà, on a commencé à avoir des problèmes parce que on a plein de gens qui se sont considérés comme nos ennemis et qui avaient des soutiens. J'ai pas envie de développer ça beaucoup ici, mais qui avaient des soutiens qui ont fait que nous avons eu des problèmes et qu'on a été obligé de fermer. Et donc, à l'approche de mes 30 ans, d'abord, j'ai perdu ma petite sœur qui s'est tuée dans un accident de voiture. 7 jours après mes 30 ans, c'est ma compagne qui est décédée. Et 3-4 mois après mes 30 ans, c'est une vingtaine de flics qui débarquent à l'école, qui nous emmènent en garde à vue, etc., etc. Et ça se termine par la fermeture de l'école. Et j'ai toujours 30 ans à ce moment-là. Donc oui, 30 ans pour moi, c'est une vraie date et quelque chose qui fait que ma vie a basculé. Dans votre livre, vous dites avoir été victime d'injustice cosmique. Déjà, pourquoi vous sentiez-vous victime d'injustice cosmique ? Alors, ce que je dis, c'est que j'ai vécu toute cette histoire de l'école comme une injustice énorme. C'est plus ce que je pense aujourd'hui, parce que je pense que j'ai été responsable d'un certain nombre de choses qui a fait que j'ai attiré à moi ces malheurs-là. Je suis beaucoup plus responsable que ce que je ne le croyais à l'époque. Ça, c'est une certitude. Mais j'ai dit que les injustices devenaient cosmiques à partir du moment où j'ai perdu ma sœur, puis ma mère, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, en quelques années, j'ai perdu mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, ma femme et mon enfant. En quelques années. C'est-à-dire les figures les plus importantes du lien, le père, la mère, le frère, la sœur, la femme et l'enfant, je les ai perdus en quelques années. Donc je dis dans le livre que les injustices devenaient cosmiques à partir du moment où tous ces gens-là sont partis, tous ces gens-là sont morts. Vous devenez un peu paranoïaque, c'est-à-dire que à un moment donné, je me suis dit mais merde, dès que j'aime quelqu'un, il meurt. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ces choses-là, etc. Tous ces délires de souffrance m'ont traversé la tête.
évidemment, parce que c'était trop concentré, parce que je perdais le cadre de mon idéal et je perdais tous les gens que j'aimais. Donc c'était voilà, vous nourrissez les pensées les plus folles en fait, parce que la souffrance rend fou. Et est-ce que les événements auxquels vous avez été confrontés vous ont-ils permis d'en tirer des leçons? Il y en a eu 2, en fait. Il y a eu 2, c'est débile de dire ça, 2 points de départ. Mais oui, en fait, je peux pas le dire autrement. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 événements qui ont inversé la tendance. En fait, à la mort de mon fils, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de participer à des escroqueries. Et à l'époque, c'était il y a plus de 20 ans, j'étais dans un état épouvantable. Et j'avais qu'une envie, c'est de quitter ce monde avec des envies suicidaires très très fortes, en fait. Je l'analyse après coup, je pense que j'ai préféré me suicider socialement que de me suicider réellement. Je crois que c'est ça ce que j'ai fait. Mais en tout cas, j'ai intégré une bande d'escroqueries et j'ai commencé à faire des escroqueries. Moi qui voulais apporter ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur, moi l'hypersensible, moi l'homme qui se sentait très en lien, voilà que je continue de parler de moi à la 3e personne. Donc moi le paranoïaque complètement déjanté. Donc oui, j'avais envie de changer le monde, je me sentais hypersensible, je me sentais hyper en lien, je me sentais tout amour, je me sentais etc. etc. Et ben cette pierre que je voulais apporter à l'édifice d'un monde meilleur, je l'ai pris et puis je l'ai balancé à la gueule du monde. Parce que pour moi, les gens étaient des pourris, le monde était des pourris, le gouvernement c'était des pourris, tout était pourri et que quitte à être dans un monde de pourris, c'était pas très 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 grave si moi je le devenais aussi. Et en tout cas, comme j'avais plus envie de vivre, que j'avais des problèmes d'argent, etc. Donc j'ai accepté de faire ces trucs au départ pour subvenir à des besoins qui étaient les miens. Et voilà, j'avais plus rien. J'étais ostracisé, j'étais rejeté, j'étais abandonné, j'étais tout ce que vous voulez. Enfin je dis pas que c'est vrai, hein, tout ce que je dis, mais c'est ce qui traversait ma tête, en tout cas à ce moment-là. Et donc, plus rien n'a de sens, en fait, et plus rien n'a de légitimité. Donc, je me suis lancé dans ces escroqueries. Et là, je me suis pris au jeu, en fait. Et je me suis pris au jeu qui faisait battre mon cœur, qui faisait rebattre mon cœur. C'est-à-dire que j'ai recommencé à avoir l'impression de vivre grâce à l'adrénaline. C'est complètement con, hein, ce que je dis, mais c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je me sentais mort de l'intérieur, vidé de l'intérieur, et en fait ces escroqueries que j'ai fait, les risques que j'ai pris m'ont redonné l'impression de vivre, m'ont redonné l'impression que mon cœur se mettait à battre. Ce qui est une fausse impression, parce que c'est pas une vraie vie, c'est pas une vraie joie, c'est une adrénaline, et l'adrénaline, comme on le sait, depuis quelque temps, grâce aux neurosciences, l'adrénaline nous bousille des neurones et des connexions neuronales. C'est justement pour ça que toutes les choses qui nous apportent de l'adrénaline nous rendent accros, nous droguent en fait, parce que comme on a des pans de neurones qui sont bousillés, on a besoin de prendre plus de substances pour ressentir la même chose qu'avant. C'est pareil pour le risque, et pareil avec l'adrénaline, et pareil pour tous les trucs à risque que l'on fait. On est obligé d'augmenter les risques pour continuer à ressentir les mêmes choses, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris de plus en plus de risques jusqu'à me faire prendre, jusqu'à me retrouver à la prison de la santé, et jusqu'à être comme un con pendant 6 mois enfermé. Et là arrive le premier événement, c'est-à-dire que j'étais en froid complet avec mon père depuis la mort de mon fils, et il est venu me voir, et je me suis dit, s'il me fait le moindre reproche, je l'envoie mais balader le plus loin possible, et je retourne en cellule. Et en fait, mon père m'a serré dans ses bras, il m'a dit, je t'aime mon fils, et je ferai tout pour te sortir de là. Et là, je me suis dit, mais le con intégral, c'est toi, quoi.
Donc lui, il est vieux, de toute façon, c'est à toi c'est à toi de changer, c'est pas à lui de changer, voilà. Et ça a été le premier déclic où j'ai décidé en fait de vivre, de revivre, et donc de changer les choses que j'avais à changer. C'est un point de départ, mais c'est un point de départ d'une course lente. Je veux dire, ça n'a pas été un claquement de doigts où d'un seul coup tout est allé mieux. Non, loin de là. Lorsque je suis sorti de prison, j'avais plus de goût à rien, plus envie de rien. Ça faisait 6 mois que je venais de passer entre 4 murs dans 10 mètres carrés avec 2 autres personnes. On était 3 dans 10 mètres carrés. Pendant cette période-là, je me souviens me prendre la tête avec un de mes co-détenus pour une histoire de programme télé. Sauf que le co-détenu est un tueur à gages et que le tueur à gages a pris une fourchette et qui me l'a planté tout près des yeux et qui s'est mis à m'agresser avec cette fourchette. Et là, je lui ai hurlé dessus. Puis d'un seul coup, je me suis dit, putain, t'es en train d'hurler sur un tueur à gages. Le truc de dingue. Et en fait, voilà, finalement, il a baissé sa fourchette. Mais on devient fou à l'intérieur de la prison. On devient fou. Donc j'avais passé 6 mois là-dedans, 6 mois à rien foutre, 6 mois à regarder la télé en fait, et avoir envie de rien. Donc oui, j'avais pris une décision. Mais oui, cette décision-là, elle était dans la pratique pas facile. Et en plus, moi, comme avant, j'ai toujours tout réussi, voilà, j'imaginais des trucs et hop, ça se passait, etc. J'ai toujours pensé, quand on veut, on peut, on est ce qu'on veut. À la limite, toute la pensée positive pouvait avoir un écho très fort en moi parce que tout se passait bien. Et la pensée positive, elle se passe très très bien lorsque vous êtes bien. Et d'ailleurs, c'est la joie qui vous fait avoir des pensées positives. Mais lorsque on est dans l'état dans lequel j'étais, ça je le raconte dans une chronique que je fais pour le magazine Happiness, lorsque vous êtes dans un état épouvantable, l'état dans lequel j'étais, le pire c'est que je me disais mais tu peux ce que tu veux, vas-y, bouge-toi, bouge ton cul, etc., etc. C'est-à-dire j'avais à l'intérieur de moi une petite voix qui m'obligeait à faire des choses dont je n'étais pas capable, dont je n'avais pas l'énergie. Donc non seulement j'avais pas l'énergie, mais en plus j'avais un petit juge à l'intérieur de ma tête qui disait mais t'es une merde de pas te bouger. Bordel, bouge-toi, fais des trucs, ça va aller mieux, etc., etc. C'est catastrophique. Et c'est catastrophique pourquoi ? Parce que cette pensée-là, elle est le fruit de la joie. De penser, parce que plus on est joyeux, plus on croit qu'on peut. Et plus on peut, en faisant des choses, et on se rend compte qu'on peut faire des choses et qu'on peut de plus en plus faire de choses, plus on est joyeux. Ça, c'est vrai. Mais si on s'applique une pensée de joie, c'est-à-dire « Ah, tu peux tout ce que tu veux », ça, c'est une pensée de joie. Si on s'applique une pensée de joie alors qu'on n'a absolument pas cette énergie de la joie, eh ben, c'est catastrophique. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai souffert considérablement de tout ça, de cette petite voix à l'intérieur de moi qui disait tu peux. Je dis pas que c'est faux et que je ne pouvais pas. Je dis qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas et qu'il fallait que je m'offre du temps et je ne m'en offrais pas. Et ça, c'est grave, très grave, de ne pas s'offrir du temps alors que c'est ce dont on a besoin. Donc ça, c'est le premier événement. Donc le premier événement, cette réconciliation avec mon père, et voilà. Le deuxième événement, c'est presque 10 ans après. Donc j'avais déjà cheminé pendant je ne sais combien de temps pour me réconcilier, en fait. Pour me réconcilier avec moi, me réconcilier avec les autres et me réconcilier avec le monde. C'est ce chemin-là que j'ai décidé de prendre, mais qui a été très long. Et le deuxième événement, c'est... Moi, j'ai beaucoup de défauts et de vices. Et j'en avais un, c'est le jeu, mais le jeu poker. Et donc, je l'ai plus, mais à l'époque, j'avais joué beaucoup et j'avais gagné beaucoup.
Et dans une soirée, je sortais du casino avec 5 500 €. Je pense que j'ai été vu à la caisse par des gens qui ont dû téléphoner à d'autres. J'habitais en Espagne à l'époque. Qui ont dû téléphoner à d'autres. Parce que 200 mètres après le casino, je vois quelqu'un qui me fait des signes et qui me dit, qui me demande visiblement de lui porter secours. Moi, n'écoutant que mon cœur, je m'arrête. Très cher, que puis-je faire pour votre service? Et le mec, il me tire de la bagnole, aidé par 2 complices qui sortent des fourrés, etc. Et ils m'ont démonté. Tapé dessus, coup de poing, coup de pied, coup de barre de fer, j'ai eu l'arcade qui vole en éclats, le sang qui gicle, bref. À un moment donné, je réussis à m'enfuir et je connaissais bien le coin. Et puis plus rien, c'est-à-dire je tombe dans les vapes, est-ce que je prends un arbuste dans la tête, je sais plus. Je sais que d'un seul coup, je me réveille quelques minutes plus tard. Les gens ne m'avaient pas retrouvé et là, j'ai rampé, marché en titubant jusqu'à chez moi où des amis m'ont emmené immédiatement à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, ils m'annoncent que je n'ai rien de cassé, ouf, mais que j'ai des traces bizarres dans le cerveau qui semblaient être des métastases. Et je crois que je vais mourir. Voilà, je suis persuadé que je vais mourir et je me dis, qu'est-ce que t'as envie de foutre sur cette terre avant de tirer ta révérence? Et l'envie de remonter sur scène pour de la musique, ce que je n'avais pas fait depuis 20 ans, a été très vive. Je me suis dit, voilà, c'est ça ce que je veux faire. Je fais un concert et après je peux mourir. Et je me suis mis ça en tête. Et quand quelques jours après, les médecins m'ont dit qu'ils s'étaient trompés, que les radios avaient été mal prises et que je n'avais rien, je me suis dit, si en face de la mort, t'as eu envie de faire ça, alors en face de la vie, il faut tenir parole. Et je souhaite à tout le monde, non pas d'avoir cette même expérience, mais d'avoir cette même nécessité de question. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avant de partir? Qu'est-ce qui est mon essentiel sur cette terre? Très belle question. Et là, il y avait essentiel et urgence. Et là, voilà, j'ai décidé de faire ça. Et quand j'ai appris que finalement j'avais la vie devant moi, j'ai poursuivi. Je me suis dit, voilà, il faut que je continue. Et moi, j'avais commencé à faire des concerts, j'avais peut-être 16 ans. Avant la création de l'école, j'ai continué à faire des concerts au début de la création de l'école, puis quand on a commencé le théâtre, les trucs, etc., j'avais plus de temps, donc j'avais complètement arrêté la musique. Cette bouée, pour moi, de secours, ça a été la musique, donc j'ai voulu reprendre la musique. Mais, entre-temps, j'avais été prof, j'avais fait des études de philo et de lettres, j'avais travaillé dans plein de choses où j'utilise le langage, en fait. Et je me suis dit, oui, parce que j'avais été comédien également, j'avais fait beaucoup de théâtre. Je me suis dit, je veux pas seulement faire de la musique. Je veux aussi donner la parole, garder la parole. Et donner la parole à la musique, c'est faire de la chanson. Donc j'ai commencé à écrire des chansons. Et au départ, j'ai écrit. J'ai crié avec de l'encre sur du papier. J'ai crié mes deuils qui n'avaient pas été faits. J'ai crié les souffrances qui étaient les miennes. Et quand je dis les deuils qui n'avaient pas été faits, parce que moi je voulais être fort. Et pour moi, être fort, c'était ne pas laisser parler mes émotions. Je le croyais comme tel. Je croyais ça. Je le crois plus du tout. Je pense que c'est une connerie monumentale. Mais j'ai fermé, en fait. J'ai tout fermé. D'abord, j'ai tout fermé pour pouvoir faire ce que j'ai fait, les escroqueries que j'ai faites. Je disais tout à l'heure, moi, je me suis toujours senti en lien. J'ai toujours été quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un de très lié
aux autres. Pour réussir à faire ça, il a fallu que mon sentiment d'injustice, le sentiment d'injustice que je ressentais, de méchanceté du monde, etc., tout ça ferme mon cœur, ferme mon âme, ferme tout ce qui me reliait aux autres. Donc j'avais tout fermé, et les deuils aussi, c'est-à-dire que lorsque vous perdez les gens les plus importants de votre vie, et c'est ce qui m'est arrivé, j'ai encore plus verrouillé. En plus, dès que j'aimais quelqu'un, cette personne mourait, donc de toute façon, il fallait pas que j'aime. Je voulais plus aimer, je voulais plus être en lien. Et c'est ça ce qu'il a fallu réouvrir. C'est ça ce que j'ai voulu vraiment réouvrir, et la chanson me l'a permis aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé à revisiter ces souffrances, à accepter de me mettre en face de démons, et l'écriture a fait le reste. C'est-à-dire que j'ai libéré plein de choses, j'ai ouvert les vannes, j'ai pleuré, tout ce que j'ai pu. D'ailleurs, les 13 chansons que j'ai écrites en 2 semaines, je n'en chante plus qu'une sur les 13. Parce qu'en fait, elles m'ont servi à moi, ces chansons-là. Elles m'ont servi à aller mieux. Parce que l'écriture, elle est cathartique, ça c'est sûr. Lorsque vous trouvez votre moyen d'expression, et je n'aurai de cesse d'ailleurs que de dire aux gens de chercher à trouver leur moyen d'expression. C'est très important de trouver son moyen d'expression. Donc, lorsque j'écris une chanson, c'est vrai que je libère plein de choses. Mais après, je la chante, je la rechante, je la rechante, je rechante des milliers de fois. Et à chaque fois que je chante une chanson, je vais visiter les émotions qui ont été les miennes au moment de l'écriture. Je vais visiter tout ça, et je vais m'autoriser à être touché, je vais m'autoriser à pleurer, je vais m'autoriser un certain nombre de choses que je ne m'autorisais pas. Et ça, c'est fondamental. Et je crois que je me suis mis sur ce chemin d'aller de mieux en mieux pour aujourd'hui pouvoir affirmer que je suis hyper heureux, que je suis hyper en joie, que je suis hyper bien. Et c'est curieux pour quelqu'un qui a vu l'entreprise qu'il a créée s'effondrer, voilà. J'ai créé une école avec des amis qui étaient le cadre de mon idéal, ça a été fermé. Injustement fermé, c'est ça ce que je vivais à l'époque. Plus j'avance en âge, plus je me dis que je suis responsable. Je pense que dans 10 ans, je me dirais quel connard, c'est moi qui ai vraiment tout tout fait. Non mais c'est vrai, je pense que plus vous vous sentez responsable de vos malheurs, et mieux vous allez. C'est-à-dire que quand on va mal, c'est tout le monde qui est responsable de notre malheur. Et plus vous allez bien, plus vous sentez responsable. Au fait, c'est pas responsable pour se flageller, c'est responsable pour être acteur de ce que vous devez mettre en œuvre pour que les choses se réparent, s'arrangent, s'assainissent, s'apaisent. Et donc moi, je suis de plus en plus à me dire que voilà, je suis le créateur de ma joie, je suis le créateur de la vie qui est la mienne. Et pour être le créateur, pour accepter d'être le créateur de la vie et du positif qui est le mien, il faut que j'accepte d'être le créateur du négatif qui a été le mien. Et c'est probablement ce que j'ai accepté. Et ce qui est le plus dur, c'est Jung qui dit ça, que c'est le plus dur de se mettre en face de ces démons. Et ces démons, ce sont ces souffrances. Et ce sont ce qui génère nos souffrances. Et Jung dit aussi que il faut que les choses apparaissent de façon très claire à la conscience. Et c'est en faisant apparaître les choses à la conscience qu'on arrête de considérer que c'est un destin.
Et effectivement, lorsque vous perdez quelqu'un, puis vous reperdez quelqu'un, vous reperdez quelqu'un, vous reperdez quelqu'un, etc., il vous arrive des tas de galères, des tas de machins, etc., et vous croyez que c'est votre destin que de souffrir, que c'est de votre destin que les gens que vous aimez qui meurent, etc., etc., c'est très grave. Et c'est très faux. Voilà. Je dis pas que j'y peux quelque chose, que je suis responsable de la mort de ces gens. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je suis responsable de ce que je ressens et de ce que j'interprète à partir de la mort de ces gens. Ça, c'est une certitude. De comment vous vivez une situation, en fait, un événement. Ouais. Certainement. Donc voilà, et j'ai écrit plein de chansons, et aujourd'hui, je peux dire, et j'ai envie de dire, et j'ai envie de chanter, que quels que soient les deuils, quels que soient les écueils de notre existence, une nouvelle joie est toujours possible. Quel a été votre carburant pour ne pas sombrer ? C'est le lien, c'est l'amour. C'est ça, hein. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais. Lorsque mon père vient me voir et que je me dis, je vais s'il me fait un reproche, je l'envoie foutre, grosso modo, pardonnez-moi l'expression, mais j'étais en telle rage que voilà, c'est ce que j'avais en tête, et que au lieu de me faire un reproche, alors que c'est un homme intègre, machin, enfin, c'est une aberration que son fils fasse des malversations, c'est une aberration pour lui, et que non seulement il me fasse pas de reproche, mais qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me dise je t'aime, et que etc. Il recrée le lien, et c'est lui qui le fait, c'est pas moi. Donc j'ai de la chance. J'ai une chance inouïe. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas la force de le recréer. Et c'est là où je me suis dit, c'est moi qui déconne. C'est moi le responsable. C'est moi qui dois changer. C'est moi qui. Mais je n'ai eu cette force qu'à partir du moment où quelque chose a été rebranché. Donc j'ai de la chance. J'ai une chance incroyable. Et je vais vous dire un truc très bizarre, parce que si on fait la liste de tous les malheurs, c'est complètement absurde de dire que j'ai de la chance. Eh ben, je le pense. Et plus j'avance en âge, plus je pense que j'ai de la chance. Et je pense d'ailleurs que une des clés fondamentales du bonheur, c'est d'arriver à se rendre compte à quel point on a de la chance. De toute façon, plus on est mal, plus on considère qu'on a de la malchance. Ça, c'est une certitude. Je le disais sur les autres, c'est-à-dire lorsqu'on considère que les autres sont responsables de notre malheur, hein, plus on est mal, plus on considère que c'est les autres qui sont responsables. Et plus on commence à aller mieux, plus on se rend compte qu'on est responsable nous. On est co-responsable, et puis de plus en plus, on arrive à accepter cette responsabilité sans qu'elle nous fasse mal. C'est ça qui est important, c'est d'arriver à accepter notre responsabilité sans que ça nous détruise. Donc il faut aller bien, et on peut mesurer le fait d'aller bien à la quantité de pensées que nous sommes responsables des malheurs. Eh ben, il y a la même chose avec la chance. Si vous voulez savoir à quel point vous êtes mal, regardez à quel point vous pensez que vous avez de la malchance. Si vous voulez regarder à quel point vous allez mieux, regardez à quel point vous pensez que vous avez une chance inouïe. Le pire, voilà, l'événement qui se passe. On me vole 5 500 €, on me démonte la gueule, j'apprends que je vais mourir, mais c'est une multiplication de malchance invraisemblable. Eh ben, aujourd'hui, cet événement-là, pour moi, c'est une des plus grandes chances de ma vie. En fait, ce que vous dites, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, c'est que vous vous êtes raconté des histoires. D'ailleurs, nous nous racontons tous nos histoires, puisque chaque événement est raconté selon un point de vue. Et dès qu'on change l'angle de vue, un même événement peut prendre une connotation, une couleur totalement différente. Ça, c'est une certitude. Nous sommes les histoires que nous nous racontons. Ça, pour moi, il y a aucun doute possible là-dessus. Bien sûr qu'il y a une réalité, bien sûr qu'il y a une génétique, bien sûr qu'il y a des événements, etc., etc. Mais bien sûr aussi que quels que soient les événements qui vous arrivent, c'est l'histoire que vous vous racontez à partir de l'événement qui vous arrive qui va déterminer votre vécu. Et donc qui va déterminer ce que vous êtes. Ça, c'est une certitude. Et moi, je constate avec force aujourd'hui à quel point je ne pense plus du tout la même chose des événements qui me sont arrivés. Je ne les vis plus du tout de la même manière.
À tel point que même certains événements traumatiques sont aujourd'hui, je les regarde avec tendresse. Parce que sont aujourd'hui, pour moi, des événements de chance, de résurrection, en fait. Mais pour en arriver à cet état-là, c'est finalement une période de deuil qui est nécessaire et que vous avez d'ailleurs pu faire grâce à la musique et à l'écriture. En fait, il faut vivre l'émotion que peut créer un événement pour pouvoir s'en libérer progressivement. Oui. C'est ça. Il faut vivre l'émotion pour pouvoir passer le cap de victime à acteur de sa vie, à responsable de sa vie. Oui. Les émotions, moi, je sais que je le pensais extrêmement mal. C'est-à-dire que pour moi, être fort, c'était surmonter ses émotions. Et le meilleur moyen de surmonter mes émotions était de leur faire fermer leur gueule, en fait, grosso modo. Tu vois, c'est exactement comme. D'ailleurs, j'étais stupéfait parce que je travaillais sur un spectacle avec un ami conteur togolais et je lui raconte un truc d'ailleurs que j'écris dans le bouquin et d'un seul coup, il devient blême et il me dit mais c'est exactement ce qui est arrivé à un ami. Je dis quoi? Il me dit oui. J'ai un ami, il est parti sur les routes au Togo, et les routes au Togo, c'est c'est pas des autoroutes en France, hein. Donc quand vous faites 200 km, c'est 8 heures, hein. Et à un moment donné, le voyant d'huile s'est mis à clignoter. Et il savait pas bien ce que c'était, ça le faisait chier. Il a pris le foulard de sa femme et il l'a mis sur le voyant d'huile. Le moteur a explosé. Et il est sorti de route et il est mort, lui, sa femme et 2 de ses 3 enfants. Il y a qu'un seul enfant qui a survécu. Et ben, ce que j'écris dans le bouquin, c'est exactement ce que j'ai fait symboliquement. C'est-à-dire que je crois que les émotions sont ce qui nous met en mouvement. C'est l'étymologie même du mot. Mais ce sont aussi des signaux. Des signaux qui nous disent il y a quelque chose qui va pas bien. Comme ce voyant rouge qui se met à clignoter, il y a quelque chose qui va pas bien. Alors oui, lorsque quelque chose ne va pas bien, on peut prendre le foulard de sa femme et puis on peut le mettre sur le signal. Oui, ça c'est possible. Et effectivement, on sera pas emmerdé pendant quelque temps par le signal. Mais le signal, il est pas là pour vous emmerder. Il est là pour vous mettre en alerte. Et moi, j'ai jamais écouté ces alertes. Et moi, j'ai pété un câble. Et moi, je me suis brûlé l'âme parce que j'ai pas voulu regarder les signaux et parce que j'ai voulu mettre un foulard sur ces signaux. Et justement, votre parcours de vie vous a sûrement appris à être plus à l'écoute de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Oui, j'essaye de l'être un peu plus. Non, ça me fait toujours marrer parce que moi je suis pas un maître, je suis pas un sage, je suis, je continue à être un taré, un cinglé et un n'importe quoi. À chaque fois que je suis dans la posture du vieux sage à qui on vient demander des conseils, je suis un peu emmerdé. Non, mais c'était pas dans cette démarche-là, mais je m'étais dit quelque part, vu que votre point de vue a évolué, je me dis, comme à l'époque vous n'étiez pas à l'écoute de tout ça et que finalement vous aviez tendance à passer à l'action, c'est ce que vous dites dans votre livre, pour finalement en fait dire émotion, reste à ta place, moi je continue le mouvement, rien m'attend. Donc c'est pour ça que je me dis vous devez être plus à l'écoute finalement. C'est pas faux. J'ai fait quelques légers progrès. je vous le concède. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et justement, aujourd'hui, je me dis, puisque vous avez évolué, etc., est-ce que vous, même si je sais que vous n'aimez pas les étiquettes, est-ce que vous vous considérez encore comme un surdosé? Ah, c'est pas mal comme question. Jusqu'à votre question, oui. Et maintenant, je suis en train de me demander si c'est toujours vrai. Non, mais c'est pas con parce que la charge énergétique des émotions, elle est forte. Et donc forcément, la charge énergétique d'émotions que vous n'écoutez pas, elle est aussi encore plus forte.
Donc forcément, lorsque vous avez des émotions de dingue et que vous mettez un couvercle dessus, c'est la cocotte minute. C'est une puissance monstrueuse. Donc vous avez une surdose d'énergie, de chaleur, de trucs qui peut d'ailleurs exploser à tout niveau. Lorsqu'on fait un petit peu plus gaffe à ça, c'est-à-dire que moi c'est vrai que depuis que j'ai compris des trucs, je marche dans la nature beaucoup. D'abord, j'ai déménagé. Je suis maintenant dans un endroit où je préserve mes sens, où ce que je vois est beau, ce que je respire est bon, etc. Je suis aussi dans une vie qui fait que j'ai un moyen d'expression, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et vous marque. Au fer rouge. Et moi, j'ai un moyen d'expression. J'ai plusieurs moyens d'expression, justement, qui fait que ça décharge les choses. J'ai des sens qui sont préservés, donc forcément, j'ai moins de colère, j'ai moins de rage, j'ai moins de choses qui m'énervent, j'ai moins de... etc., etc. Donc, effectivement, plus vous vous apaisez, moins le mot surdosé est juste. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je vais dire que je suis pas plus du tout surdosé. C'est peut-être une histoire que je continue à me raconter qui n'est plus tout à fait juste. Donc je vais y réfléchir. Non, mais je garde une surdose d'envie, une surdose de vie, une surdose de besoins créatifs, une surdose de plein de choses qui me font avoir une surdose de production, de création, etc., etc. C'est plus la même surdose. Ça reste une surdose. Et j'ai envie démesurément aujourd'hui de crier que la vie est belle. Voilà. J'ai démesurément envie de crier que la vie est belle. Ça me fait rebondir sur autre chose. Dans votre livre, vous faites souvent référence au fait d'être relié au monde et à la nécessité d'être en lien. Vous avez d'ailleurs une chanson qui s'intitule « Soutiens qui te soutient », qui est une sorte de mot d'ordre pour vous. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous inspire, « Soutiens qui te soutient » ? J'étais à Dakar pour un concert invité par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, au Théâtre national de Dakar. Et après le concert, j'étais invité par le directeur du théâtre et on a joué avec des musiciens qui étaient là. Il y en avait un qui avait une senza, donc un petit piano à pouce avec des petites lamelles d'acier. Et il commençait à jouer. J'ai pris ma guitare, j'ai improvisé avec lui. Et puis j'ai trouvé une petite mélodie. Et puis on a continué à improviser. Puis à un moment donné, je me suis dit, vas-y, dis-moi un truc dans ta langue. Il était peul, donc il m'a parlé en poulard. Et il m'a dit, Joguido, Joguetelo. Et j'ai trouvé ça très beau. Joguido, Joguetelo, Joguido, Joguetelo, Et au bout de 2 heures d'improvisation, j'ai eu une crise de paranoïa aiguë. Vous savez, souvent, lorsqu'on apprend des choses aux autres, aux étrangers dans notre langue, on leur apprend des insultes. Je me suis dit, si ça se trouve, il est en train de me faire chanter que je suis chauve, que je suis moche et que je suis gros et con. Et donc j'ai dit, mais ça veut dire quoi, Joguido, au fait? Mais dis, calme-toi. Calme-toi. Relax, vieux. Tout va bien. Il m'a dit, Joguido, Joguetelo, ça veut dire soutien qui te soutient. Et effectivement, j'ai pensé à ma mère qui toute ma vie m'a soutenu, et même dans les bêtises les plus folles. Et je me suis dit, lorsque ma petite sœur est décédée, c'est-à-dire lorsque ma mère a vécu le pire pour une mère de perdre sa petite fille, je me suis dit, j'ai pas été assez là, j'ai pas été assez présent, voilà, pour reprendre le mot de tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai pas eu assez d'amour, j'ai pas assez aimé. Pas assez aimé cette femme qui m'a aimé absolument et qui a été présente tout le temps pour moi. D'ailleurs, pour reprendre un petit truc, et là je fais un clin d'œil à ma mère, je me souviens d'une discussion d'une femme qui demandait à ma mère qui avait eu 10 enfants, donc elle lui demandait conseil, elle lui disait, mais c'est quoi la meilleure éducation pour un enfant? Et ma mère lui a dit, mais ce que tu veux, fais ce que tu veux, à partir du moment où tu es présente. Voilà.
aime et fais ce que tu veux, comme dit Saint-Augustin. Mais c'est exactement ça. Donc la présence, pour moi, dont je parlais tout à l'heure, elle est très liée elle est très synonyme d'amour, au fait. Voilà, j'ai pas été présent pour elle. Et donc, j'ai écrit cette chanson, Joguido Joguetedo, pour signifier, en fait, qu'il faut aimer les gens qui vous aiment, qu'il faut aider les gens qui vous aident, qu'il faut soutenir les gens qui vous soutiennent, avant qu'il ne soit trop tard aussi. Effectivement. Selon vous, sommes-nous tous liés les uns aux autres? Alors, dans ma folie, je suis intimement persuadé que nos âmes sont reliées. Toutes les âmes sont reliées. Le problème, c'est que nous ne sommes pas forcément reliés à nos âmes, soi-même. J'entends par âme, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être fâchés avec le mot âme. Moi, le mot âme, la meilleure définition du mot âme qui m'ait été donnée, c'est un luthier qui me l'a fourni. Il me disait, tu sais, en lutherie, dans un violon, par exemple, l'âme du violon, c'est une petite pièce en bois. Et cette petite pièce en bois, on la met sous le chevalet. Parce que le chevalet, il y a une énorme pression au niveau du chevalet par les cordes. Et la table d'harmonie, donc qui est la partie visible du violon, lorsqu'il est à plat, la table d'harmonie, elle peut être écrasée par la pression des cordes au niveau du chevalet. Donc cette petite pièce en bois qu'on appelle l'âme, cette petite pièce en bois, l'âme, sert à ce qu'on résiste à la pression. Et la deuxième chose, à quoi sert cette petite pièce de bois, c'est qu'elle permet de multiplier, de propager les vibrations. Donc l'âme, c'est ce qui en nous permet de vibrer et de résister à la pression. Et je crois fondamentalement à cela. Et je crois fondamentalement que toutes les âmes sont reliées, mais que nous ne sommes pas forcément reliés à nos âmes. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, je suis absolument persuadé que l'âme est indestructible et qu'il y a quelque chose d'indestructible en nous. Et qu'à un moment donné où j'allais très mal, j'étais relié à quelque chose de destructible et j'avais cessé de me relier à ce qui est indestructible en moi. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je m'y suis un peu plus relié. Et j'y suis un peu plus relié parce que je suis un peu plus à l'écoute de tout ça. Et que je suis un peu moins sous l'emprise de l'image. Je crois que c'est le problème d'ailleurs de l'humanité. Je crois que notre cerveau fonctionne de façon à ce que l'image ait une emprise colossale sur lui. Et qu'à chaque fois que nous sommes sous l'emprise d'une image, c'est quelque chose qui est créateur de souffrance en nous. Et pour reprendre le terme de présence, je crois que plus on se libère de l'image, plus on se libère de la souffrance, et plus nous sommes présents. Et inversement, plus nous sommes présents, plus nous nous libérons de l'image, etc. Vous voyez par exemple le chant. J'adore chanter. Et lorsque je chante, je suis ultra présent. Ça fait appel au souffle, à la respiration, aux émotions, à plein de choses. C'est tout l'âme qui chante. D'ailleurs, anima en grec, c'est le souffle vital. C'est ça l'âme, c'est le souffle vital. C'est une deuxième définition. Lorsque je chante, je suis ultra présent. Mais si je commence à chanter pour vous plaire, pour vous séduire, pour gagner un peu d'argent, pour avoir de la gloire, des honneurs, etc. C'est-à-dire si je commence à chanter pour une raison extérieure au chant, plus je vais chanter pour des raisons extérieures au chant, et moins je serai présent au chant lui-même. Et plus ça va être générateur de souffrance. Parce que, parce que je vais me définir comme un chanteur. Voilà l'image, voilà l'ego, voilà l'identité ou la croyance d'identité. Je suis chanteur. Et comme je suis chanteur, si vous me dites que je chante mal, je vais souffrir le martyre. Alors que si je chante dans ma baignoire et que vous me dites que je chante mal, j'en ai rien à cirer. Parce que le plaisir que m'offre le chant fait que je suis complètement à l'abri. La présence que j'ai à ce moment-là dans le chant
Le problème, c'est que sans arrêt, nous avons besoin d'identification, nous avons besoin d'images, nous avons besoin de choses qui fassent que nous avons des actions que l'on fait pour autre chose que l'action elle-même. Je chante pour gloire, honneur, argent, amour, sexe, etc., etc. Pour une raison extérieure au chant. Donc ça me retire de la présence. Lorsque je chante pour chanter, parce que le chant m'interpelle, là, je suis indestructible. Je suis relié à quelque chose qui me fournit de l'énergie par elle-même. Et pas par l'argent, la gloire, les honneurs, le sexe, etc., que ça va hypothétiquement me rapporter. Et nous, on n'arrête pas d'avoir des actions, de faire des choses pour autre chose que les choses elles-mêmes. Donc on perd en présence et on gagne en souffrance. Merci la vie. Ouais, non mais tout à fait. C'est vrai que plus on s'éloigne de son authenticité, de ce qui nous anime à l'intérieur de soi, en fait, c'est vrai on souffre de plus en plus, en fait. De ce qui nous anime, c'est beau, voilà. C'est-à-dire de ce qui nous rend en contact avec notre âme. Ouais. Et pour poursuivre, à votre avis, comment pouvons-nous contribuer à créer un monde meilleur? C'est une question. Parler aux vieux sages. Tout à fait. Je ne vais pas le dire, mais comment pouvons-nous contribuer à créer un monde meilleur, à votre avis? Je sais pas. Je me pose souvent la question. Alors moi, je suis en train de me demander, je vous coupe juste, je me dis, est-ce que c'est pas finalement être fidèle à soi? Parce que le fait d'être fidèle à soi, finalement, on apporte sa propre pierre à l'édifice, puisqu'en fait, chacun on a quelque chose à apporter finalement. Mais en fait, peut-être qu'on ne l'apporte pas parce que on n'est pas fidèle à son image finalement, à sa propre image, enfin son propre soi, j'allais dire. Oui, c'est très juste ce que vous dites, sauf que le problème, c'est quoi moi, en fait. Tout à fait. Pendant que je me disais, mais c'est quoi en fait soi? C'est qui? Voilà. En fait, moi, je suis absolument persuadé que tout ce qu'il y a après le je suis, c'est du jeu, c'est un personnage, c'est etc. Je suis, le je suis s'arrête au je suis. La présence, elle est dans le je suis. Je suis docteur. Docteur, c'est un attribut, c'est un qualificatif, c'est un jeu social. D'ailleurs, les médecins que vous allez rencontrer, ils jouent un rôle de médecin. Même père ou mère, c'est un rôle que l'on tient. Et bien souvent, on est coincé dans l'image du père idéal que l'on voudrait être, de la mère idéale que l'on voudrait être, de l'épouse que l'on voudrait être, du mari, du copain, etc., etc. On se coince dans ces images-là. Et bien souvent, on croit que c'est ça, nous. J'ai écrit une chanson qui dit « Fous-toi la paix ». Pourquoi désires-tu plaire à tout le monde ? Interroge-toi rien qu'une seconde. Pour tous, tu veux être idéal et tu te lisses et tu te rends normal. Tu te tords alors à tort dans tous les sens parce que tu as peur à mort de ce que les gens pensent partout. Au travail, en famille, en amour. Tu veux donner de toi une belle image. Toujours. Fous-toi la paix. Et je crois que toutes ces images, ou plutôt, je crois que ce que l'on croit être soi, c'est bien souvent une image. Et c'est ça ce qui nous fait le plus de tort, en fait. Lorsque je dis je suis chanteur, ah ça y est, je sais ce que je suis chanteur, donc il faut que je sois fidèle au chant, etc., etc. Non, parce que là je me crée encore des souffrances. Chante, oui, ne sois pas chanteur. Peins, ne sois pas peintre. Toutes les définitions, quelles qu'elles soient, et le vrai moi dont vous parlez, bien souvent c'est une définition qu'on se donne. Donc, comment faire pour apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur ? C'est sûr, développer en soi une vraie joie. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est ça, être à la maison. J'ai une autre chronique dans Happiness où je dis ça. Je pense que la joie, et je parle pas de l'exaltation, attention, ni de l'excitation. Je parle de la vraie joie, de ce sentiment de plénitude intérieur. C'est sûr que plus vous avez ce sentiment de plénitude à l'intérieur, moins vous avez envie de faire chier les autres. J'ai rarement vu quelqu'un qui est bien, qui est heureux, qui est etc., qui va venir vous emmerder.
Donc, apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur, c'est sûr que d'être en paix, ça apporte sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Ça, ouais, ça me paraît sûr. Ouais. Et aujourd'hui, quelle est votre quête ? Ça va peut-être changer, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de me mettre au service de ça. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté l'interview avec vous. C'est une des raisons pour lesquelles j'écris des chansons. C'est une des raisons pour lesquelles je suis en train de finir un roman. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de dire que, quels que soient les deuils et les écueils de l'existence, une nouvelle joie est encore possible. C'est le titre d'ailleurs du roman sur lequel je suis en train de travailler. C'est on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle joie. Ça peut vous tomber sur la gueule. Faites très attention. Faire attention. C'est pas du tout impossible que vous soyez joyeux à un moment donné. Faites très attention. Oui, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Tellement j'ai cru le contraire. Et quel est votre mot de la fin pour clôturer les épisodes que nous avons fait ensemble ? Le mot de la fin. C'est top, ça. Hein? Alors, pas mal ma question. Alors, le mot de la fin, je vais le faire en chanson. La chanson Maintenant. Et j'aime ce mot. C'est un des plus beaux mots de la langue française. Maintenant. Ce sera mon mot de la fin. Merci à tous. Je vous embrasse. Merci à vous. Besoin de rien, j'ai besoin de rien, du moment que je tiens fort dans ma main, ce petit bout de présent. Là, je suis bien, je pense à rien, je me concentre sur l'instant que je tiens fort dans ma main, maintenant. Trop souvent tiré en arrière par un passé amer, ou à me languir avide d'un avenir acide. J'oublie que là, je suis bien. J'ai besoin de rien, j'ai besoin de rien, du moment que je tiens fort dans ma main, ce petit bout de présent. Là, je suis bien, je pense à rien, je me concentre sur l'instant que je tiens fort dans ma main, maintenant. Que je tiens fort dans ma main, maintenant. Que je tiens fort dans ma main, maintenant. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!